Bien. Alors, ouais. Comme ça, on m'entend, c'est bon? Ouais. Alors, pour commencer, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour m'avoir fait l'honneur et puis la confiance de me confier cette conférence. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Pour rester dans le temps imparti, parce que c'est rapide, je vais devoir aller un peu droit au but, et donc je ne vais pas développer autant qu'il serait nécessaire l'ensemble des points que je vais aborder ici, même si un certain nombre sont peut-être moins connus de vous. J'espère en tout cas que même si c'est très ou trop rapidement exposé, les éléments que je vais vous présenter ici et puis les orientations que je vais vous présenter pourront susciter des réflexions et des discussions. Et puis, plutôt que de mentionner régulièrement pendant mon exposé un certain nombre de contributeurs, je vais indiquer une bonne fois pour toutes ici mes dettes, parce que je crois que les dettes et la reconnaissance des dettes, c'est important. Donc cet exposé, il tire très largement sa substance du travail que je mène collectivement ou que nous menons collectivement dans mon équipe de recherche, l'équipe d'INADIV, dynamique et enjeux de la diversité linguistique, et plus particulièrement du travail que je réalise avec Véronique Castellotti, Marc de Bono et Didier de Robillard. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir la réflexion ou prendre connaissance d'argumentaires plus développés et donc plus précis, je vous renvoie à la bibliographie qui figure dans votre exemplier dans le petit fascicule des préactes. Alors, sympathie pour le fantôme. Alors, première chose, au risque de décevoir les amateurs de rock, et je sais qu'il y en a dans la salle, non, Jérémy, ça n'est pas un clin d'œil aux Sympathy for the Devil des Rolling Stones, même si, personnellement, je ne suis pas insensible à cette proximité. Si j'ai choisi cette formule, sympathie pour le fantôme, un peu sibylline, un peu étrange, c'est parce que pour moi, justement, elle est un peu étrange et elle est à plusieurs détentes. On peut l'interpréter différemment. Et je vais en reparler plusieurs fois ici. S'il faut quand même commencer par vous donner quelques petites pierres pour jalonner cette route, je vais vous en fournir déjà deux sous forme de noms propres. Le premier nom propre, c'est Michael Ferrier, qui est un écrivain français qui vit à Tokyo depuis 25 ans et qui écrit beaucoup sur le croisement entre la France et le Japon. Donc j'ai trouvé que c'était déjà un clin d'œil au caractère en partie franco-japonais de ce colloque. Clin d'œil par le recours à un auteur qui, à mon sens, incarne justement ces croisements entre la France et le Japon de manière intéressante. Et puis surtout, si je fais référence à Michael Ferrier, c'est parce que dans ses romans et ses essais, il s'intéresse aux imaginaires de la pluralité, aux écrivains passeurs, à ce qu'il appelle une diversité du corail, où lui, il parle des écrivains du corail. Donc, du corail, ce qu'il cherche à traduire avec ça, c'est la déstabilisation qui se passe dans le mélange, la défamiliarisation, l'inclassable, puisque par exemple le corail, on ne sait pas si c'est un végétal ou un animal, donc l'inclassable, et puis ce qu'il appelle la condition frontalière de tout être humain. Alors, pourquoi Michael Ferrier ? Parce qu'il a écrit un ouvrage, enfin un roman qui s'appelle Sympathie pour le fantôme. Et ce roman, Sympathie pour le fantôme, est en lien avec sa manière de concevoir la diversité. Je vais en parler un peu plus bas. Et donc, dans Sympathie pour le fantôme, il brosse 3 petits portraits singuliers de personnes oubliées de l'histoire canonique de la France, des fantômes donc, que le romancier convoque pour peindre une autre histoire de la France, une histoire qu'il veut, et là je le cite, une histoire qu'il veut ouverte, délurée, hybride.
Et on verra que dans mon propos, il s'agit de cela, de travailler à la diversité à partir de ce qui a été délaissé, en l'occurrence pas tellement de l'histoire de France, mais plutôt de la didactique des langues, pour envisager un autre univers de pensée, un autre imaginaire didactique pour les langues. Deuxième pierre, Bernard Pie. Bernard Pie, pour le coup, est un sociolinguiste et didacticien. Et dans un article de 92 que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Acquisition d'une langue et altérité », Bernard Pie écrivait ceci. « Lorsqu'un apprenant communique dans la langue cible, l'ombre de la langue première est presque toujours présente. Le problème de l'apprenant est de décider ce qu'il va faire de cette présence. Deux solutions s'offrent à lui. Essayer de chasser ce fantôme par tous les moyens ou cohabiter avec lui. » Donc là aussi, il est encore question de fantôme. Donc Bernard Pie parlait ici du fantôme de la langue première, mais on peut, et à mon sens il faut aussi, parler du fantôme de la langue étrangère, c'est-à-dire la dimension déstabilisante, défamiliarisante, déclassifiante, frontalière, sa nature ouverte, délurée, hybride, donc de la langue étrangère. Et c'est ce que j'essaierai de faire ici pour la didactique des langues. Alors, puisque le colloque a décidé de mettre la focale sur le cadre européen commun de référence, je commencerai par résumer brièvement les conceptions de la langue qui, en tout cas dans ce que j'en comprends, fondent cet outil, donc le cadre, et puis sa récente amplification, et puis les sous-jacents épistémologiques de cette conception. Et puis dans un deuxième temps, je partirai d'une autre conception de la langue à partir des travaux d'un linguiste allemand, Wilhelm von Humboldt, et qui en fait est un théoricien de la diversité des langues. Et il me semble que ses écrits peuvent nous aider à vivre justement en sympathie avec le fantôme de l'ombre des langues. Alors, évidemment, j'envisagerai aussi les implications pour la didactique. Donc, la langue, ou la conception, disons, au plan épistémologique de la langue dans le cadre européen commun de référence. Donc, encore une fois, je le dis, je vais aller assez vite, hein, mais si on veut aller vite, on peut retenir de l'idée que dans le cadre européen commun de référence, la langue, elle est envisagée dans une perspective à la fois actionnelle et plurilingue. Vous trouverez des exemples, donc dans l'exemplier, je ne vais pas les redire ici, puis ils ont été abordés aussi ce matin par Enrica Picardo. Donc, perspective actionnelle et perspective plurilingue, ce qui réunit ces deux orientations, c'est en fait, au point de vue épistémologique, une conception pragmatiste de la langue, donc fondée sur l'idée, que je rappelle ici très rapidement et donc un peu caricaturalement, sur l'idée que tout ce qui existe est dans l'action, hein, et puis que la langue a prioritairement une fonction communicative. Donc on parle bien de perspective actionnelle, par exemple, et puis de la compétence plurilingue pour construire une compétence communicative. Alors, au plan épistémologique, la pragmatique, et puis donc pragmatique linguistique et pragmatique philosophique, s'ancre dans la philosophie analytique du langage, ce qu'on peut résumer autour de deux termes clés. Pour aller là aussi un peu vite. Le premier terme clé, c'est le principe d'efficacité, puisque selon la philosophie analytique, l'efficacité constitue le critère principal de la vérité. Et puis le second terme, c'est celui d'exprimabilité. Et donc, selon ce principe, tout ce que l'on peut vouloir signifier peut être dit, ou, pour reprendre le titre d'un article de Patrick Anderson, nous avons toujours les moyens de vous faire parler, ou en tout cas, nous avons toujours les moyens de parler. En d'autres termes, la compréhension est un horizon de la communication, c'est-à-dire qu'au moins à terme, on peut tous se comprendre. Et puis, les limites de l'exprimabilité sont essentiellement techniques, c'est-à-dire que les limites de ce qu'on peut exprimer tiennent à la nature, à la maîtrise insuffisante de la langue, hein, quand on ne parle pas suffisamment bien une langue, par exemple, ou à l'insuffisance de la langue elle-même, quand on n'a pas les mots dans la langue pour exprimer ce qu'on veut dire. Alors, la présence de ce principe dans le cadre est plus délicate à illustrer, avec des traces linguistiques, parce qu'en fait, c'est essentiellement une manifestation en creux. Mais par exemple, dans le cadre européen commun de référence, le terme de conflit
dans le sens de conflit interprétatif, hein, est quasiment absent. Le terme de malentendu revient plus souvent, de même que discussion délicate, ou parfois aussi désaccord, hein, qui est utilisé dans le volume compagnon. Mais dans ces cas-là, il me semble que malentendu et désaccord sont plutôt traités sous l'angle du dysfonctionnement auquel on peut ou auquel on doit parfois remédier. Donc l'horizon reste la gestion efficace du désaccord, voire l'établissement du consensus. Donc là aussi, je vous renvoie à votre exemplier pour des exemples au point 3. Donc ces citations, ce qu'elles illustrent, c'est que le principe d'exprimabilité valorise deux idées. La première idée, c'est l'idée de transparence de la communication. Et puis la deuxième idée, c'est... Alors, transparence de la communication, ça ne veut pas dire que la communication, elle est toujours transparente, mais ça veut dire que à partir du moment où on aurait les moyens on aurait les moyens pour cela, la communication pourrait l'être. Et puis l'autre idée, c'est l'idée de préséance de la production sur la réception. Donc là aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas la réception ou la compréhension dans la didactique des langues actuellement, mais que c'est une compréhension qui est surtout comprise au filtre de la production, donc se faire comprendre, plutôt que le travail de compréhension lui-même. Alors, si je veux aller un peu vite, hein, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que finalement, la conjonction ou la rencontre de l'efficacité et de l'exprimabilité aboutit à faire de la langue, et a fortiori ici de la langue étrangère, et de son apprentissage, un processus qui serait transparent et prédictible, et donc possiblement, à terme, contrôlable et exhaustivement saisissable, y compris pour ses dimensions plurilingues, médiatrices, interculturelles. Alors, l'idée de niveau, par exemple, renvoie justement à cette idée de linéarité et de prédictibilité. Idem dans le volume compagnon, hein, finalement, il y a bien une idée d'exhaustivité puisqu'il s'agit bien de compléter le CECR là où il était incomplet. Donc là aussi, pour des exemples, je vous renvoie à votre exemplier au point 4. Donc transparence, contrôle, exhaustivité, prédictibilité, ces termes relèvent de ce que le philosophe Heidegger nomme la pensée technique, c'est-à-dire une réduction du monde à sa part rationalisable, où le matériau linguistique est essentiellement envisagé sous sa fonction instrumentale et où l'ajout au cadre de descripteurs, qui portent en l'occurrence sur les dimensions interculturelles, plurilingues, etc., vise à compléter une première vision qui était trop centrée sur les dimensions linguistiques et pragmatiques, mais du coup, en complétant, essaye d'achever exhaustivement, aussi exhaustivement que possible, le projet du cadre. Autrement dit, le projet lui-même du cadre et puis ses référents philosophiques sous-jacents ressortent indemnes de cette entreprise d'amplification. Alors, si on revient à Bernard Pie et à sa citation, ce que j'y entends, c'est effectivement la relégitimation de la langue étrangère dont on a parlé ce matin et dont Enrica Picardo a parlé. Hein. Mais ce que j'entends aussi là, c'est l'affirmation de la présence centrale de l'altérité. C'est aussi un des termes de Bernard Pie dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et donc, à mon sens, si on prend le terme d'altérité au sérieux, une certaine forme d'équivocité ou justement de non-transparence. Alors, un philosophe qui s'appelle Denis Thouars, par exemple, considère justement que la philosophie analytique, donc à laquelle vient puiser le cadre européen commun de référence, que la philosophie analytique peut se résumer comme un projet d'épuration des équivocités. Je pense que cette formule résume assez bien justement ce que j'ai essayé de développer ici. Alors, justement, dans le cadre de la philosophie analytique, et donc secondairement du cadre européen commun de référence, nulle part d'ombre, en tout cas à titre d'horizon encore une fois, pas d'ombre pour la langue puisqu'il s'agit de la rendre transparente ou en tout cas efficace, pas d'ombre pour l'apprentissage puisque à terme, encore une fois, on peut toujours essayer de le rationaliser, de le contrôler, pas d'ombre pour l'altérité puisqu'on peut toujours la rendre accessible. Donc, autant de moyens, à mon sens, de chasser le fantôme de l'altérité, ou en tout cas, si ce n'est pas la cause dans le cadre, en tout cas, c'est une des conséquences de son utilisation et du fait qu'il puise dans la philosophie analytique. Alors, si je veux aller dans une autre conception de la langue, quelle autre conception à partir de Humboldt ?
là aussi, je vais aller assez vite, donc ça peut paraître un peu caricatural, mais si on veut résumer rapidement, il me semble que la philosophie de Humboldt permet de prendre justement l'altérité et la diversité au sérieux, en puisant dans une autre tradition qui est la tradition herméneutique, dans laquelle l'altérité et la diversité ont une part à la fois incontournable et irréductible. Alors, dans la philosophie herméneutique dont fait partie Humboldt, si on veut résumer cette pensée, on peut commencer par dire que dans cette tradition, la langue, ce n'est pas d'abord un outil ou un instrument pour communiquer, c'est d'abord une expérience. Non pas une expérience qu'on fait, au sens experiment, par exemple, en anglais, hein, mais une expérience qu'on a, une expérience qui nous arrive, donc, dont on n'est pas complètement maître. Hein. Et là aussi, je vous renvoie à des définitions qui sont sur votre exemplier au point 5. Alors, cette expérience constitue les langues en ce que Merleau-Ponty appelle la présence perceptive du monde, ou ce que Humboldt appelle des visions du monde, des manières différentes de comprendre le monde à partir de la langue, de mettre en forme le monde pour la pensée, pour reprendre des propos de Thouars. Donc, dans ce cadre-là, la diversité des langues et donc l'apprentissage des langues étrangères, c'est peut-être apprendre à communiquer, ça n'empêche pas ça, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un endroit où on peut comprendre l'existence d'une diversité des visions du monde. On a parlé par exemple ce matin de mots qu'on a du mal à traduire, hein, il me semble que c'est un exemple de ça, et puis que c'est aussi un endroit où on peut faire l'expérience de l'altérité qui nous fait vivre, hein, passer à travers l'épreuve de l'étranger, pour reprendre une expression de Berman qui est un traducteur. Hein. Donc la langue, c'est l'épreuve de l'étranger. Alors, imprédictibilité, obscurité, incompréhension, il me semble que ce sont quelques fantômes de la langue, en tout cas telle qu'elle est comprise dans la philosophie analytique. Si on va dans le sens de Humboldt, quelles sont les conséquences, notamment pour la didactique des langues? Première conséquence, une langue apprise, au-delà de l'application de règles, c'est une langue qui est nécessairement transformée, changée, altérée, et c'est le fantôme dont parle Bernard Pie, hein, le fantôme par exemple de la langue première. Hein. Par exemple, on a parlé ce matin, les personnes qui gardent leur accent pour des raisons identitaires, il me semble qu'on est là-dedans. Donc, les langues et leur apprentissage, de notre point de vue, sont d'abord imprédictibles, au plan notamment de la réception. Hein. Et là aussi, je vous renvoie à quelques exemples sur votre exemplier que vous pourrez regarder un peu plus tard. En tout cas, si elles sont d'abord imprédictibles, elles échappent à la linéarité, au prédictible et au contrôle. Et justement, l'appropriation n'est pas de cet ordre. Hein. Si on reprend l'exemple des accents, la persistance d'un accent, c'est pas seulement un accomplissement seulement partiel de l'apprentissage, ça peut s'interpréter vraiment complètement autrement. Il faut aussi rappeler, par exemple, qu'un des auteurs du cadre européen commun de référence première version rappelait déjà dans les années 2000 et puis après 2010 qu'au moment de la conception du cadre européen commun de référence, il y avait eu plusieurs logiques concurrentes. Hein. Il y avait cette logique de niveau, et puis il y avait une logique qui était plutôt une logique plus modulaire, qui finalement n'a pas été retenue, notamment du poids des organismes certificateurs. Donc, une langue nécessairement transformée, altérée. Et puis, deuxième point, une expérience qui est de l'ordre d'abord de la réception, autrement dit, qui est d'abord de l'ordre du comprendre. Ici, quand je parle de comprendre, ce n'est pas seulement décoder des signes linguistico-culturels, mais plutôt comprendre que, justement, comprendre, c'est toujours comprendre autrement, c'est se fonder sur la diversité des expériences et des vécus. Donc, dans ce cadre-là, la langue, le langage, ce n'est pas d'abord de l'ordre de la transparence, mais plutôt de l'obscurité. Hein,
ou disons de l'équivocité, de la translucidité. En tout cas, c'est pas complètement transparent, c'est pas toujours complètement clair. Et puis, le langage, c'est pas de l'ordre du purement rationnel, mais c'est aussi et certainement d'abord de l'ordre de l'imaginaire et de l'histoire. Donc là, je vous renvoie aussi à des citations de Nicolas Bouvier, qui est un écrivain, qui sont dans votre exemplier, qui illustrent cela. Voilà, pour les traductrices, je passe un petit peu et puis j'arrive à un autre point qui est l'appropriation pour être avec les fantômes. Donc Bernard Pie lui parlait de cohabiter avec le fantôme de l'altérité. Cohabiter, ça peut laisser penser que finalement il y a une forme d'indifférence, de vie en parallèle, hein, sans que ni la personne ni la langue ne soient altérées ou transformées. Mais dans la tradition, dans l'univers dont j'essaie de rendre compte ici, si on part de l'idée que c'est l'imprédictibilité, le translucide, le non compréhensible, la non-compréhension, ce que j'appelle l'ombre des langues, qui sont posées comme premières, alors au contraire, les personnes et les langues se trouvent transformées dans l'apprentissage et dans l'usage des langues. Alors bien sûr, apprendre une langue, ça peut aussi effectivement viser la communication, hein, dans un processus relativement transparent. Mais est-ce que pour autant, il faut considérer que cette centration sur la communication épuise à elle seule toutes les situations, et surtout que l'apprentissage et l'usage de la langue sont prioritairement de l'ordre de la communication? Ou est-ce que c'est d'abord de l'ordre de ce que dans mon équipe on appelle l'appropriation, pas au sens où la langue deviendrait la propriété d'une personne, mais au sens herméneutique du terme, c'est-à-dire la faire sienne, prendre la langue à sa manière, en faire quelque chose à sa manière, en incluant des dimensions qui relèvent aussi de l'imaginaire, et dans laquelle la langue et les personnes, dans l'apprentissage desquelles les personnes ressortent altérées, transformées, de façon nécessairement singulière et personnelle. Alors, un exemple de cette instabilisation, on peut la reprendre dans la littérature, hein, sous l'angle des significations que la langue a pour les personnes, pour reprendre les propos, encore une fois, de Michael Ferrier de tout à l'heure, dans cette diversité de corail, hein, dans, par exemple, ce que Myriam Suchet appelle les imaginaires hétérolingues des écrivains, qui justement constitue, selon elle, une critique radicale de la langue. Donc pour vous rendre compte de ça, je vous ai mis un exemple dans l'exemplier que je ne vais pas avoir le temps de lire, mais qui me semble quand même intéressant d'évoquer rapidement. Donc c'est un exemple tiré d'une interview d'une metteur en scène qui s'appelle Caroline Giela Nguyen, qui a mis en scène, donc qui est française mais d'origine vietnamienne, et qui a mis en scène un spectacle qui s'appelle Saigon, donc sur les relations, enfin sur le Vietnam. Et elle raconte notamment que sa mère parle un vietnamien qui n'existe plus, puisque sa mère est réfugiée en France, une langue qui n'existe plus, et que donc la metteur en scène, Caroline Giela Nguyen, avait très envie donc d'ouvrir la langue, de comprendre tout le paysage, l'imaginaire qui s'ouvre dans cette langue. Et puis elle explique que dans son spectacle, il y a des voix off qu'elle a écrites de façon particulière, en découvrant quelque chose de la langue vietnamienne qui porte à la fois le français et le vietnamien. Donc elle donne l'exemple d'une actrice qui était en train de pleurer sur le plateau, et on aurait traduit en fait « je suis encore triste » quand on lui a demandé pourquoi elle pleurait. « Je suis encore triste » et le traducteur a traduit « elle n'en a pas fini de sa douleur », ce qui était une manière de faire figurer ou de rendre visible aussi le vietnamien dans le français. Voilà, donc ce qu'on appelle des imaginaires hétérolingues. Donc dans ce cadre-là, l'enseignant de langue doit favoriser plutôt l'appropriation, c'est-à-dire instaurer une relation qui rend l'appropriation possible. Et rendre l'appropriation possible, c'est d'abord chercher non pas à faciliter, mais plutôt à toucher, à instabiliser pour rendre possible la réflexion et la transformation, et à établir une relation qui vise non pas à rendre l'apprenant compétent, mais qui vise à toucher son imaginaire, puisque l'appropriation, selon Glissant, ce n'est pas une question de science, de connaissance des langues, mais c'est une question d'imaginaire des langues.
Alors pour conclure rapidement, 3 remarques. La première, c'est que ce que j'ai essayé de développer ici, c'est pas tellement pour proposer une autre approche qui viendrait se substituer aux précédentes, qui viendrait par exemple remplacer une perspective communicative ou actionnelle. C'est pas du tout ça. C'est plutôt faire valoir que ce qui est présenté ou envisagé comme une évidence, par exemple dans le cadre, mais pas uniquement dans le cadre, n'est jamais en fait qu'un choix parmi d'autres possibles et qu'il existe d'autres choix et que finalement ce qui est peut-être intéressant, c'est de discuter ces choix justement pour les rendre transparents. De même, autre réflexion, c'est que amplifier le cadre par reconduction d'un identique, en fait, reconduit en même temps les prémices du cadre, reconduit ses hypothèses au lieu de les discuter et au lieu de poser à nouveau frais la question des langues. Alors, par exemple, pour le cadre européen, de reposer la question des langues dans le projet européen, dans un paysage qui a pourtant très largement évolué depuis les années 90 et 2000. Est-ce que c'est encore d'un cadre dont on a besoin? Je ne sais pas, mais la question se pose. Et en tout cas, par exemple, c'est aussi pour cette raison qu'à 3 associations, que sont la CEDLE, la SDIF, les Transit Lingua, nous organisons au mois de juin un débat participatif, justement, sur la question des langues en Europe, pour les envisager plutôt sous leur angle politique, et donc nécessairement débattant, plutôt que sous l'angle d'abord technique. Et puis, pour ce qui concerne les orientations que j'ai présentées ici, donc cette conception herméneutique des langues, elle essaye, ou en tout cas elle prend le pari de s'enraciner dans une orientation qui prend pour base la diversité linguistique et culturelle, mais aussi des projets d'appropriation. Et j'ai bien conscience que dans un premier temps, c'est assez peu aisé à saisir. C'est pour ça que j'ai essayé de m'appuyer sur des propos d'écrivains. Vous pourrez les relire dans l'exemplier. Mais puisqu'il a souvent été question de littérature et de sympathie pour le fantôme qu'est l'ombre des langues, je vais finir aussi par les mots de l'écrivain Nicolas Bouvier, qui s'appliquent peut-être à ce que je viens de dire. J'espère que vous avez compris les quelques mots que je vous ai adressés. Mais si vous n'avez pas tout compris, vous risquez de vous en souvenir plus longtemps. Alors j'espère que même si vous n'avez pas tout compris, vous réfléchirez à partir de ce que j'ai dit ici, peut-être pour vous en souvenir aussi un peu longtemps. Je vous remercie. ありがとうございました。それでは今のご講演に関連しまして、江南大学の藤原先生の方からコメントあるいは質問をいただきたいと思います。ユベール先生、フランス語、フランス的な精神、フランス語、フランス的な精神、批判的な見方を感じることができる、とても興味深いお話でした。どうもありがとうございました。私はフランス語が実は勉強したんですが全くできないんですね。それで先生の原稿とパワーポイントとハンドアウトを送られてきまして、何をしたかというと、ネット上の翻訳機にかけました。それで今日本語のトランスレートをお聞きして大体間違ってなかったかなというふうに思いました。ここで私が何やったかというと、先生が何を言いたいのかということだけに集中して、いわゆる言語テキストの合理的な理解っていうんでしょうか、機能的な理解をしようと思った、これが私の目的でした。ただ先生のテーマのファントームですかね、フランス語はどういうふうに発音するか分かりませんけども、このファントームをどういうふうに訳すのかな。ドイツ語ではガイストありました。で日本語の方ではファントムってあったり亡霊とあったんですね。でこの違いって一体何なのかなということをなんとなく経験した、体験した、不思議に思った。こういったアプローチを大事にすべきだというのが先生のもしかしたら今日おっしゃったことの一部分かなというふうにも感じました。で、テキストと対峙する場合に何を目的として私たちは読もうとするのか。私の今回やったのは機能的なやり方、合理的なやり方でした。ただ文学テキストであるとか
死であるとか、そういうのを理解しようとすると、やっぱり自分なりの理解の仕方を十分にすべきである、した方がいい、それが意味だということで、その時の目的によって読み方が変わってくる、対峙の仕方が変わってくるということじゃないのかななんて思いました。そこで、いくつかお尋ねしたい点があります。まず、先生のスライドの6枚目か5枚目だったかと思いますが、セファールの言語理解ということの中で、母語の影は取り除かれるべきものと理解されるということだったのでしょうか、どうでしょうか。ハンドアウトの位置は先ほどご説明の中にはなかったと思いますが、複言語の理解の中でセファールの初めの方で言われているのは、人がおぎゃーっと生まれてから母親の言語であるとかおばあちゃんのいろんな文化的なものを身につける、そして少し近所の人と関わりながらそこの文化言語を身につける、学校に行ってそこの友達との言語文化で、今度は高校あるいは大学に行って外国語異文化と関わっていく、そういった多様なものが個人の中に蓄積されてるんだよ、これを当然のことと考えているのが複言語の考え方じゃないかと思うんです。そうすると先生がセファールの言語理解としてそういった、いわゆる影というものを追い払おうとしているということと、私の理解がちょっとできなかったので、そこら辺のご説明をまずお願いしたいと思います。Oui, alors, merci pour votre question. Je vais répondre de manière globale. Alors, comprendre, dans la tradition philosophique que nous essayons avec mon équipe disons, de mieux nous-mêmes comprendre et de nous approprier, il y a une phrase d'un philosophe qui s'appelle Gadamer, qui est un philosophe allemand, moi qui me sert beaucoup, qui me sert souvent, et qui dit « comprendre, c'est toujours comprendre autrement ». Donc comprendre, c'est toujours comprendre autrement, ça veut dire que, en général, ça ne veut pas dire dans toutes les situations, mais dans un certain nombre de situations, et disons par le langage lui-même, la compréhension, c'est toujours une compréhension qui est différente de l'intention. En tout cas, on ne peut jamais complètement être sûr que la manière dont les autres nous comprennent, la manière dont vous me comprenez ici, est en accord ou correspond à ce que moi, je veux dire, à mon intention, à moi. Ça ne veut pas dire que votre compréhension est erronée, ça veut juste dire que vous comprenez à partir de votre propre histoire, à partir de votre propre projet, à partir de vos propres convictions. Donc comprendre, c'est toujours comprendre autrement. Vous êtes enseignant, vous le voyez bien vous-même aussi au quotidien. Si on demande à nos élèves ou à nos étudiants de résumer ce qu'on a essayé de dire, souvent on est très étonné par ce qu'ils ont compris de ce qu'on a voulu dire. Donc il y a une part en fait interprétative dans la compréhension, et ce qui me semble intéressant, et la langue étrangère exemplifie bien ça et permet d'illustrer ça, c'est comment à partir de ces différentes compréhensions on peut les confronter, non pas pour trouver du consensus, mais justement pour confronter le fait que cette altérité dans la compréhension, elle existe. Tout à l'heure dans l'atelier, on parlait aussi de ça, dans l'atelier que j'ai animé, des étudiants qui vont, par exemple des étudiants japonais qui vont en France, s'exposent de fait à ne pas être compris, et c'est aussi quelque chose à quoi il faut les faire réfléchir. Non pas dans l'idée qu'ils seront compris, mais justement dans l'idée qu'on n'est jamais tout à fait compris et jamais complètement compris. Alors, sur le fantôme chassé, non. C'est-à-dire que l'ombre est un fantôme chassé, comme je l'ai écrit ici, c'est pas du tout ce que moi je pense. Je pense d'ailleurs, et Enrica l'a montré ce matin, je pense pas non plus que Enrica pense ça, par exemple. Qu'il faut chasser l'ombre de la langue première. Ça a été dit plusieurs fois. Donc, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, ce que moi, j'essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas, et on ne peut pas, et je pense qu'il ne faut pas chasser ce fantôme de la langue première,
mais de la même manière qu'on ne peut pas et qu'il ne faut pas chasser le fantôme de la langue étrangère. Bernard Pie, lui, parle essentiellement du fantôme de la langue première, donc le fait qu'il faut laisser, en fait, on ne peut pas justement mettre de côté la langue première et la laisser au seuil pour qu'elle ne vienne pas tâcher, pour reprendre la métaphore d'Enrica ce matin. Mais je pense qu'il y a aussi l'ombre du fantôme de la langue autre, de la langue étrangère, hein, et que c'est peut-être là qu'on a aussi des divergences. Il me semble que la conception de la langue dans le cadre, c'est une conception de la langue qui est plutôt l'idée d'une langue qui, à son horizon, à son terme, si on pousse jusqu'au bout la logique, est une langue qui est transparente ou qui peut à terme devenir transparente si on se dote des moyens linguistiques, techniques pour cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. 先生どうもありがとうございました。じゃああまり時間がないので、もう一つ質問したいと思います。先生のご講演を理解した限りでは、プロダクション、算出よりも、解釈であるとか、理解ということの方に力点を置いた方向性だというふうに理解しました。その理解解釈の中で第一言語母語母文化の影は取り払われることはない、それを十分に大事にするということかなと思います。ただ私の理解ではセファールはそれを否定しているわけではないと思います。例えば、一般的能力について、フランス語で定着しているサボアールの項目で、これ5章になりますけれども、異文化に対する意識の中で学習者の L1 および L2 が担っている文化、さらに広い範囲の文化に対する意識を持つことで異文化に対する意識がさらに高まっていくんだよ、こういった解釈の仕方が先生にとって了解できるかどうか分かりませんけど、そんなこともありますし、6章の言語学習と言語教育の中でセファールの目的と種類というのがあるんですけれども、複言語複文化能力とみなされるコミュニケーション言語能力はそれ自体が母語のさまざまな変種や一つまたは二つ以上の外国語の変種を含む総合的存在である。そして母語に関する知識の向上と習熟が外国語を教える主な目標になることもあり得るんだよ。例えば母語に訳するときに言語使用意義や語彙の適切性について考えたり、文体や語義を比較する作業を通じてとあります。こういった作業とかいう表現がもしかしたら先生のおっしゃっていることにそぐわないのかも分かりませんけれども、そういったことも触れられていますので、セファールが全く何て言うんでしょうか、第一言語の影の部分というのか、その含みの部分を考えてないというわけではない。でそこにそれをどこに力点を置くのかはまさしく教師に任されている。カリキュラムの中でどこにそれを力点を置いてどんな教材を使ってというふうなことになっていくのかなというふうに思いました。そこで私の理解が先生の持ってらっしゃる言語の教え方に合っているかどうかの確認なんですけれども、ドイツ語教育の中ではコミュニカティブアプローチの一つ、あるいはポストコミュニカティブアプローチと呼んだ方がいいのかもしれませんけれども、異文化アプローチに基づく教材もかなり前からあります。中級教材でジヒトベクセル、これは見方を変えるというものなんですが、副題が知覚と意味という副題で、文化とか個人によって見え方がとっても違うんだよというそういった感覚を研ぎ澄まそうみたいなことが念頭に置かれている教材なんですけれども、何が普通であるかということももちろん自分にとっての普通と他者の普通は違うし、母語によって母語であっても時代とともにその理解するものは違ってくる。でそれを写真とかさまざまなテキストを入れながら、学習者に回答のない体験をしてもらう
というふうな教材です。でこういったものは、日本の第一外国語として英語では学習者は体験してませんので、それがどういうふうにうまく機能するかということは教師側にとってもこれからいろいろ蓄積していかないと、経験を蓄積していかないといけないんですけれども、先生が今日お話になったことを具体的に授業に表そうとすれば、そんな方向の授業になっていくんでしょうか。そこら辺を教えていただけますでしょうか。Oui, alors peut-être avant de donner des pistes concrètes, peut-être revenir sur un ou deux principes. Encore une fois, sur comprendre. Effectivement, dans le cadre, je suis bien d'accord, il y a toute une part sur l'interculturel et puis qui a été effectivement retravaillée avec la version, enfin avec le compagnon, la version complémentaire. La question qui se pose, c'est quelle conception de l'interculturel il y a derrière. Dans ce que moi j'essayais de proposer, enfin pas moi toute seule, mais ce qu'on essaye de proposer à plusieurs, c'est de montrer aussi, là c'est pas tellement mes travaux, c'est plus ceux de mon collègue Marc de Bono, comment l'interculturel, si on le prend vraiment au sérieux avec l'altérité qui est dans l'interculturel, c'est quand même souvent d'abord du conflit et pas du consensus. Et que de ce point de vue, la médiation, c'est pas forcément une médiation pour faire consensus, mais que c'est plutôt une médiation, si on peut encore appeler ça médiation du coup, qui rend visibles les conflits interprétatifs. Ici, je parle bien de conflits au sens de conflits d'interprétation. L'autre point, c'est que dans l'approche que j'essaye de développer, oui, on peut enseigner les langues de manière communicative, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est peut-être pas toujours la priorité et qu'on peut aussi subordonner les objectifs un peu autrement, ce qui n'exclut pas des dimensions communicatives, mais qui remet peut-être plus en avant des dimensions, on va dire, éducatives au sens large. Alors, un exemple parmi d'autres, puisque vous me demandez un exemple de pratique, je vais citer un travail que fait une de mes doctorantes, qui est une doctorante grecque, et qui veut faire réfléchir ses élèves sur quelque chose de extrêmement conflictuel dans la société grecque, qui est les relations entre la Grèce et la Turquie. C'est, à mon avis, un interculturel, au sens fort du terme, ces relations gréco-turques, dans laquelle je ne crois pas qu'en adoptant une approche interculturelle, on puisse forcément aboutir à un consensus. Par contre, ce qu'elle essaye de faire avec eux, c'est pas donc dans l'ordre du consensus. Ce qu'elle essaye de travailler avec eux, c'est justement comment ces relations conflictuelles passent par une histoire, et donc elle travaille beaucoup à partir de l'histoire. Et pour travailler avec ses élèves à partir de l'histoire et à partir du conflit interprétatif dans l'histoire, elle fait tout un détour, donc en proposant par exemple aux élèves une activité dans laquelle les élèves doivent comparer la version présentée dans leur manuel d'histoire grecque des croisades, et ils la comparent avec un manuel français. Donc il y a bien de la langue, il y a bien de la langue française, ils apprennent du français, ils travaillent avec le français. Donc ils travaillent en comparant le manuel grec et un manuel français sur l'histoire des croisades. Et ils se rendent compte que dans ces deux versions de l'histoire des croisades, il y a deux versions extrêmement différentes, puisque dans l'histoire grecque, le gros du conflit des croisades, ça concerne Byzance, Constantinople, dans ce qu'on appelle Istanbul maintenant, alors que dans la manière de raconter les croisades en France, on parle beaucoup plus de Jérusalem. Donc ça, c'est une des premières activités qu'elle leur a fait faire. Et puis ensuite, elle leur a demandé de comparer un documentaire qui présente ce qu'on appelle les janissaires, donc les soldats turcs qui avaient été enrôlés, enfin en fait des soldats grecs enrôlés dans l'armée turque,
hein, et qui sont présentés, qui sont toujours encore en ce moment en Grèce présentés comme un enlèvement, un rapt, quelque chose de très violent. Et dans le documentaire qu'elle leur présente, c'est un documentaire américain, mais qui est traduit en français. L'histoire est présentée autrement, puisque c'est le propos développé, c'est que cet enlèvement a au final permis des formes d'intégration des populations grecques dans l'armée turque. Donc là, encore une fois, il ne s'agit pas de réfléchir à quelle est la vraie version ou la bonne version de l'histoire, mais les élèves, simplement, prennent conscience de cette diversité des interprétations. Il ne s'agit pas de, encore une fois, trouver quelle est la bonne ou quelle est la vraie, mais de travailler à partir de ce conflit interprétatif qui passe aussi par les langues, parce que, évidemment, l'usage des termes n'est pas le même dans les deux cas. Sensei, 先生の最後の、ブビエの言葉にありますが、先生の意図を私は全部理解できたとは到底思っていません。それだけにこれから私のドイツ語教育を行う中で、教育の目的は何かということを考える際に、常に思い出したいと思います。どうもありがとうございました。